Alors ça nous amène sur ce qui me paraît être un des points clés, un des éléments forts de l'accompagnement. Ce sont les évolutions des représentations et du comportement. Alors, préalable à ça, c'est bien sûr dans le respect de la personne. Il ne s'agit pas de la faire, pousser la personne à changer de comportement, parce qu'il faut changer de comportement. Vous avez un objectif professionnel qui est celui que vous prenez en venant en formation. Enfin, vous voulez avoir tel diplôme, ça correspond à tel niveau de responsabilité, d'activité. Et dans le cadre de cette activité, tel comportement présente tel inconvénient. Si vous maintenez votre objectif, ce sera important pour vous de pouvoir bouger sur ce point-là. Mais après, c'est vous qui décidez ou pas. Le point typique, alors on a des étudiants aussi en informatique, quelquefois des discussions sur les codes vestimentaires entre, à la limite, pour faire caricatural, le jeune en bermuda et en sandales, et puis celui en costard-cravate. Moi, j'ai rien contre l'un ou l'autre, simplement si celui en bermuda se présente dans une banque pour être ingénieur informatique dans un service bancaire, c'est pas sûr que ça passe bien. Par contre, s'il va dans une start-up quelque part, dans un autre coin du monde, c'est possible que ça passe très bien. Donc en fait, c'est aider la compagnie à prendre conscience de ce qu'il induit et comment ce qu'il induit peut être, est-ce qu'il prend ou pas, et après c'est son affaire. Mais le rôle de l'accompagnateur, c'est quand même d'alerter et de dire voilà, il y a des rôles sociaux, il y a des codes. Si on est dans ce code-là, voilà ce que ça provoque, ou au moins qu'est-ce que toi tu juges que ça provoque et comment ça s'est passé, et à l'inverse, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors là maintenant, si on se dit ok, il y a quelque chose à travailler, une réflexion moi, qui m'aide, je ne sais pas où en est la source, mais je ne sais pas quel est son degré de vérité, si c'est absolu, mais en tout cas c'est suffisamment vrai assez souvent pour que ça me serve de guide, c'est que dans une situation donnée, la personne opte pour l'action qui lui semble la meilleure, compte tenu des ressources dont elle dispose, y compris en termes de comportement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dans la panoplie des comportements que l'on a que l'on va choisir le comportement et l'action que l'on va mener. Donc en fait, ça veut dire que, si j'essaie d'illustrer, alors si je prends un exemple, si quelqu'un est directif, moi, si je vois ça du côté management, quelqu'un qui est directif, on peut lui dire d'être consensuel, il n'a jamais appris à l'être. Et tout ce qu'il va exprimer va être dans la directivité. Alors d'une part, c'est pas forcément mauvais en soi d'être directif, il y a des situations qui sont dans lesquelles il est important d'être directif, il y en a d'autres pas, donc c'est de relativiser les qualités plutôt en termes de relier aux situations. Mais derrière, c'est quels sont les autres comportements que l'on peut développer et les autres savoir-faire. Alors est-ce que ces comportements, les savoir-faire, c'est des choses qui sont un petit peu à la limite les unes des autres, mais qu'est-ce que l'on peut développer de nouveau et de complémentaire pour pouvoir faire face à ces situations, et du coup pouvoir adopter un registre plus large qui va permettre de s'adapter à des situations plus variées. Je crois que une chose qui m'a frappé ce matin, c'est qu'on a peut-être peu parlé et ramené aux situations, mais en fait, on se projette et tout le travail qui est fait là, c'est en lien avec des situations. Et je crois que c'est important, il n'y a pas une qualité qui est bonne en soi, si on la ramène par rapport à des situations, ça devient pertinent dans telle situation, peut-être un peu plus handicapant dans telle autre. Comment je peux développer des outils qui me permettent d'être un peu plus polyvalent selon les différentes situations et au moins les situations clés de mon environnement professionnel. Il ne s'agit pas que tout le monde ait toute la palette d'outils, bien incapable, mais c'est d'identifier mes points forts, mes points faibles, et qu'est-ce que je peux développer de nouveau pour faire face à tel ou tel type de situation. Mais bien de ramener aux situations et de faire le lien entre les compétences par rapport à une situation donnée, je pense que c'est important.
Donc, dans une situation donnée, la personne opte pour l'action qui lui semble la meilleure compte tenu des ressources dont elle dispose et des comportements. Donc, si on dit que dans la posture professionnelle, il y a des comportements manquants, il risque d'y avoir des actions qui vont, enfin, des comportements un peu déficients, il risque d'y avoir des actions qui ne vont pas suivre, et une insatisfaction de l'environnement, de la personne dans son poste. Donc, il y a intérêt à prendre le problème à bras-le-corps en général. Mais adopter une nouvelle posture, c'est changer de regard sur la situation, c'est changer de représentation. Ça va être se dire, finalement, je pensais qu'en étant, je sais pas, directif, ça réglait tous les problèmes, et je m'aperçois que, non, il faut que dans certaines situations, il faut que je sois plus consensuel. Là, je prends conscience. Adopter le bon comportement, ça veut dire en disposer, et c'est l'acquérir si besoin, c'est ce que je viens de développer juste là. Pour la personne, c'est une prise de risque souvent. L'exposition de soi dans une action moins maîtrisée. Souvent, si j'ai réussi... Alors ça, c'est flagrant, je trouve, dans les passages cadres, parce qu'on a souvent des personnes qui sont... Dans le passage cadre, on a souvent des gens qui ont été repérés dans leur entreprise comme ayant une progression, s'étant beaucoup investi au service de l'entreprise. Et cet investissement... En fait, à un moment donné, l'entreprise dit cette personne-là, j'ai envie de la passer cadre et je lui propose de passer cadre. Mais passe en cadre, souvent la personne qui s'est développée, elle s'est développée sur une expertise technique. Passe en cadre, elle va devenir responsable et manager d'une équipe. Donc elle va perdre la reconnaissance qu'elle a de son environnement sur son expertise technique et elle rentre dans un domaine qu'elle ne maîtrise pas ou dans lequel elle n'a pas encore fait ses preuves et elle ne sait pas si elle va être capable. Donc il y a une double... on perd le point sécurisant, au moins dans le passage cadre, mais je pense que dans beaucoup de formations, on peut faire des parallèles un peu avec ça. Et on prend une nouvelle position dans laquelle on n'a pas encore les retours. Donc c'est très insécurisant. Et je pense que l'accompagnement là, est un élément clé, pouvoir dire on est garant, on observe, on suit, on sécurise, et on va t'aider à passer ce moment fragile de remise en cause. Alors je vous propose une série d'étapes, telles que je vous imagine. Alors les étapes, c'est jamais tout séquentiel comme ça. Ce sont souvent des éléments qui s'imbriquent, qui tournent, c'est des itérations, c'est des allers-retours, on avance d'un pas d'un côté, de l'autre. Mais typiquement, il faut que la personne soit motivée pour le faire car elle a une prise de risque. Il faut qu'elle prenne conscience d'un écart à un moment donné, il faut qu'elle accepte la remise en cause, il faut identifier des comportements et représentations à écrire, tester ces éléments, parce qu'après, une fois qu'on a identifié, il faut passer à la phase de test et se lancer, ajuster, adopter, consolider, faire évaluer et assumer. Alors, sur la partie être motivé, le sens, en termes d'accompagnement, ça se joue comment et comment on peut le faire. Alors, là encore, ce n'est pas forcément exhaustif, mais quelques éléments. C'est de revenir aux motivations. Pourquoi, qu'est-ce que tu attends de ta formation? Qu'est-ce que tu vises à travers la formation? Et pour y aller, il y a telle et telle étapes. Bon. Le projet de formation en tel, donc les attentes des professionnels. Dans l'entreprise, qu'est-ce que tu constates? Dans ton tuteur, tu as dit qu'il y avait tel et tel besoin. Et donc, comment font les autres professionnels? Et donc, essayer d'arriver sur les écarts. Confronté à des figures face à l'environnement. Quand je dis des figures, c'est des personnes un peu emblématiques pour l'accompagner. Solliciter de regard de personnes de confiance, c'est aussi un élément important, les collègues de promo et autres. Et puis identifier les bénéfices escomptés. La prise de conscience de l'écart, en général, c'est la confrontation aux faits, et c'est vraiment l'élément... je pense, un des éléments clés quand même de l'accompagnement, que d'encourager et de sécuriser cette confrontation aux faits. Les situations vécues et identifiées par l'accompagné. Il y a les situations de l'accompagné observées par des tiers ou par l'accompagnateur, notamment par exemple par un tuteur. Il y a les situations vécues par d'autres aussi à travers les collègues de promo et les collègues de travail. Donc en fait, il y a différents registres, mais globalement, comme on est plutôt sur des rôles sociaux, c'est à travers d'autres personnes que ça se passe. Et qu'est-ce que d'autres personnes peuvent dire à l'accompagné. Et puis on est sur l'explicitation des attentes professionnelles
des éléments constatés, les écarts et les conséquences professionnelles. Attente, éléments constatés, écarts, conséquences, ça permet de dresser le bilan et de partir après sur la remise en cause qui se fait à travers un bénéfice escompté, bien sûr, et puis aussi un chemin possible. Et là aussi, c'est le rôle de l'accompagnateur que d'aider à identifier un risque acceptable. Il ne s'agit pas forcément de passer toutes les étapes à la fois, c'est la logique des petits pas aussi. Donc d'identifier le pas que je vais pouvoir faire, enfin aider l'accompagné à identifier le pas qu'il va pouvoir faire, qu'il est prêt à assumer. Puis profiter de la formation. La formation, c'est souvent un lieu de terrain neutre où on a davantage de droit à l'erreur que dans l'entreprise. Donc c'est souvent dans la vie de promo, dans la vie de la formation, l'endroit où on peut aussi tester des choses. Informer éventuellement des personnes qui peuvent aider. Circonscrire la situation test, se donner le droit à l'erreur, encourager à persévérer, à assumer, solliciter le retour de proches et la stratégie des petits pas. C'est vrai que dans les accompagnements, l'un des moments, je trouve, très positif, c'est quand un accompagné nous dit que dans son entourage proche, les personnes ont constaté du changement. En général, c'est du changement positif, mais c'est-à-dire si quelqu'un qui n'est pas concerné par la formation, qui n'est pas concerné par l'entreprise, mais qui dit maintenant, je sais pas, ta communication a évolué, ta prise de décision a évolué, tel et tel élément a évolué, ça veut dire qu'il y a de fait tout un travail qui s'est fait et qui déborde largement le cadre professionnel, mais qui a été intégré par la personne. Et ça, ce sont souvent des indicateurs forts pour la personne et au niveau de l'accompagnement à pointer en termes de retour. Et puis il y a un rôle de guider et conforter sur les moyens, les étapes, le plan d'action concret, justement d'aider à ne pas brûler les étapes, à aller au rythme possible de la personne. Quelquefois, la difficulté pour la personne, c'est que c'est un champ nouveau pour elle. Donc en fait, elle se lance dans un terrain inconnu, et l'accompagnateur a une idée du terrain et peut poser quelques jalons, quelques balises pour que l'accompagné puisse avancer dans ce terrain nouveau pour lui. Donc dans l'identification des comportements et des outils, j'évoquais déjà l'exemple d'autrui, un formateur, un tuteur, un collègue de formation de travail, et puis quelquefois des cours aussi liés au savoir-faire relationnel en général, relation à soi aussi. Ça peut être aussi quelquefois des expériences dans d'autres milieux de vie, d'autres situations, qui peuvent être ponctuelles ou plus durables, c'est-à-dire finalement quelqu'un qui dans l'entreprise se comporte d'une certaine façon, on va dire, et qui exerce des responsabilités dans un milieu associatif. Ou je sais pas, on peut dire à quelqu'un, tu es capitaine de ton équipe de basket, il faut que tu te mettes dans la même position quand tu manages ton équipe. Enfin, il y a des transpositions quelquefois qui peuvent aider aussi à faire le déclic. Donc enfin, il faut tester ces éléments, la mise en pratique, se donner alors à la fois le droit à l'erreur, des situations test, si possible avoir le droit à l'erreur de l'environnement. Et puis il faut aussi la relation à l'environnement est complexe. Je me souviens d'un élève ingénieur qui prenait la parole de façon très, très cassante et très arrogante dans la promo et qui prenait la parole à tout bout de champ et tout le monde en avait marre. Et donc, dans l'entretien, on a abordé ce point. Et bon, il y a eu une certaine prise de conscience, je ne sais pas jusqu'où, mais une certaine prise de conscience. Et on avait aussi des séances de régulation collective. Et la régulation collective suivante, que j'animais, il y a un grand débat qui se lance dans la promo, et je vois l'élève ingénieur en question se cramponner à sa table, mais tenir sa langue et ne pas prendre la parole trop vite. Et bon, il y a 2-3 échanges, des échanges qui durent, et il tient le coup un petit moment. Puis à un moment donné, il y a un échange, et là il prend naturellement la parole dans une position qui me semblait tout à fait neutre et convenable. Et là, il s'est fait tout de suite, entre guillemets, ramasser, incendié par ses collègues qui n'avaient pas vu le changement, qui n'étaient pas encore, et qui étaient encore dans la continuité de tout l'historique de leur relation. Et donc en fait, ils sont tombés sur lui très, très durement. Lui est revenu me voir après en disant ça marche pas, qu'est-ce que c'est que ces affaires. Mais en fait, il faut aussi le temps que les autres s'adaptent. Et donc il y a tout un temps
de transition, à la fois pour la personne et pour son environnement, hein, qui demande à la fois à durer et à être accompagné, guidé. Et là, l'accompagnement a des éléments, enfin, joue un rôle clé aussi dans ces évolutions-là, hein, puisqu'on est garant du temps, on peut aider à comprendre, à lire la situation, à encourager. Voilà. Ajuster, après, une fois qu'on commence à avoir, une fois que la personne s'est lancée, il faut qu'elle reste ouverte pour justement obtenir des retours, si possible positifs, et puis quelques axes d'amélioration. De la bienveillance, avoir le temps nécessaire, et puis avancer dans sa remise en cause. Et puis à la fin, après c'est adopter, consolider, faire évoluer. Hein, c'est recueillir les premiers bénéfices, on dispose des retours et on rentre dans l'amélioration continue. C'est quelque chose qui est plus institué. Et puis en final, il y a aussi à assumer ce rôle pris après face à la collectivité. Voilà pour le zoom un peu sur l'évolution de posture. Là, donc je suis centré sur l'accompagnement en formation, peut-être aussi avec mon regard propre, mon histoire propre, mais je pense que il ne faudrait pas entendre dans mon propos, je ne sais pas ce que je voulais dire, à travers tout ça, ce sont des propositions qui sont faites et qui sont faites à la personne. Et il y a une multitude de... il y a certains points incontournables et en même temps il y a une multitude de chemins différents dans tout ça. Le point clé, je crois, c'est le contrat d'accompagnement par rapport à la personne. La personne vient pour se former, c'est une personne qui vient pour être ingénieur, pour passer cadre, pour être responsable des ressources humaines, si je m'en tiens au public que j'ai côtoyé. Donc en fait, elle est là pour cet objectif-là. Et c'est dans le cadre de cet objectif-là, et par rapport à cet objectif-là, qu'en ce qui me concerne, je m'autorise à lui dire que peut-être ce comportement-là, à vérifier avec d'autres, à vérifier avec d'autres professionnels et autres, mais j'attire son attention que ce type de comportement-là peut avoir un certain nombre de poser des difficultés professionnelles derrière. Les moyens, d'abord, en général, quand on aborde ces questions-là, c'est qu'on a des éléments concrets et des problèmes qui sont arrivés concrètement. Alors je parlais d'un jury, je parle de clash dans la promo, il y a souvent des éléments clés auxquels se ramener. Si on n'a pas d'éléments clés sur lesquels s'appuyer, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans ce questionnement-là. Ça, c'est un élément, je pense, important de pouvoir s'appuyer sur des éléments clés qu'on a validés soi-même. Et après, il n'y a pas un comportement qui est bon ou mauvais en soi, c'est simplement par l'expérience, à travers tous les jurys professionnels que l'on a et toutes les rencontres avec les professionnels, les demandes des professionnels et autres, on mesure que par rapport au projet de la personne et au fait qu'elle soit inscrite dans cette formation-là, le meilleur conseil qu'on trouve à lui donner à cette étape, c'est notamment d'attirer son attention sur tel ou tel point. Après, comment elle va le gérer, par quel chemin et autres, on peut lui donner quelques conseils, mais après c'est aussi de sa libre décision d'abord de changer et d'évoluer, d'avancer. Je ne sais pas si ça répond à votre question ou pas, mais c'est vrai que c'est intéressant aussi de souligner, c'est l'accompagnement. Il y a eu un peu des extrêmes aussi, des extrêmes. Il y a une position un peu extrême aussi qui est dire j'interviens pas, je suis neutre. Mais dès qu'on pose une question, on n'est plus neutre. La moindre question, elle induit déjà des choses. On oriente le regard sur quelque chose, on dit quelque chose de notre position. Alors on peut le masquer, on le travaille avec toutes nos questions, avec nos façons de faire. Dans le temps de formation, on a un laps de temps court et on essaie d'optimiser aussi le parcours. On pourrait laisser la personne découvrir par elle-même que peut-être ce comportement-là n'est pas adapté. Mais peut-être qu'elle s'en rendrait compte 5 ans après. Et là, c'est pas sûr qu'elle ait eu son diplôme entre les deux. C'est la discussion du projet professionnel. Alors, en préparant avec Madame Hamon, on avait dit le projet professionnel, on va le mettre de côté pour cet après-midi, mais on va se centrer sur d'autres points. Mais
si vous voulez, il y a les attendus du diplôme, il y a des incontournables par rapport au diplôme, enfin des incontournables, des choses qui vont sembler à l'accompagnateur assez essentielles par rapport au diplôme. Après, si la personne, on va essayer de trouver avec la personne quelles sont les fonctions qui peuvent mieux aller. On peut être ingénieur, on peut être ingénieur à manager des équipes, on peut être ingénieur dans des environnements très techniques, on peut aussi s'orienter vers de la formation, et on ne va pas mettre en œuvre toute la même palette de qualités et de compétences, tout en ayant un socle peut-être commun au départ. Donc, c'est vrai qu'il y a une certaine norme sociale qui pèse, hein, si on prend un peu à travers qui vient de tout ce qu'on entend des recruteurs, surtout des employeurs et des tuteurs qui assistent à nos jurys, qui nous donnent des retours sur les formations. Donc il y a une certaine norme, et d'une certaine façon, le contrat de formation, c'est aussi de venir chercher ces repères-là, d'une certaine façon. Maintenant, si ça ne convient pas à la personne ou si elle ne veut pas rentrer dans ce cadre-là, et ça, je dirais, alors, libre à elle, avec les problématiques qu'on évoquait ce matin, ça fait des places en moins dans l'institution, donc il y a toujours aussi le dilemme de gestion de quelqu'un qui abandonne la formation ou pas. Mais de ce que j'ai vu 2-3 entretiens là, dans les entretiens enregistrés où les personnes se posent des questions vraiment sur leur parcours. L'accompagnateur a été assez neutre sur le fait il faut poursuivre ou pas, mais c'est comment tu peux poursuivre, comment ou pas, qu'est-ce qui te motive, où sont les freins, et après se pose la question, si la personne ne trouve pas dans le panel des propositions ce qui lui convient, elle quitte le dispositif, et avec la remarque qui a été faite, quand on quitte un dispositif, est-ce qu'on a un autre dispositif pour être récupéré ou pas? Ça, c'est vrai que ça reste une question. On n'a pas forcément la réelle. Enfin, on ne couvre pas tout le champ.